Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50. Il est 18h, passé de quelques minutes. C'est parti avec votre programme vespéral Kinshasa Direct. Nous allons recevoir Abbé Baala, professeur Abbé Baala qui sera avec nous pour décortiquer l'actualité qui reste dominée avec les assises de Kinshasa, avec le chef d'État des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba qui ont séjourné à Kinshasa. Et on se pose des questions. Est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba a été mis en place pour affaiblir et placer sous contrôle le pouvoir de Kinshasa, signé le 24 avril 2013 ? Les pays signataires s'engageaient donc à ne pas soutenir les groupes rebelles en République démocratique du Congo, mais il s'avère que depuis des années, l'Est de la RDC a toujours subi des incursions de forces négatives, mais aussi des forces en provenance de Rwanda et de l'Ouganda. Nous allons en parler avec le professeur Abbé Baala dans ce programme vespéral, mais tout de suite, nous allons prendre Nathalie Okomposo. Nathalie Okomposo est là pour la présentation des grandes lignes qui seront développées à 19h heure de Kinshasa, mais tout de suite, il faudra donc prendre la température avec Nathalie Okomposo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Crispin Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Les États-Unis encouragent la mutualisation des efforts par les acteurs régionaux dans la lutte contre les groupes armés. Wallace Ben, le conseiller stratégique au Bureau des Affaires étrangères africaines, a été devant la presse ce vendredi après sa participation comme observateur au 10e sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Après la publication de sa feuille de route, la CENI a lancé l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'éducation civique électorale. Dernier massacre de Djougou en Ituri, une cérémonie d'hommage aux victimes a été organisée ce vendredi au cours d'une messe. Plusieurs autorités civiles et militaires y ont pris part. Et dans le monde, au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, l'Union européenne a décidé de geler les avoirs dans son institution de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Dans l'entretemps, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce soir pour voter sur un projet de résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine. Et puis en sport, on va parler basketball. Première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA. Les Léopards de la RDC ont battu ce vendredi les Harambee Stars du Kenya sur le score de 66-56 dans un match très serré. Et cette victoire vient baliser le terrain pour les Fauves congolais en quête d'une place pour la Coupe du Monde qui sera organisée au Japon, Philippines et Indonésie. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets et autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Crispin Chibassou pour la suite de Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et tout de suite, nous allons prendre Abbé Baala pour le décryptage du dossier du soir. C'est dans quelques instants sur Télé 50, mesdames et messieurs, tout de suite. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine ? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis
à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc, si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend parce que c'est pas Yeltsin, il est pas alcoolique, et c'est pas Gorbatchev, il est pas faible. Voilà, et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen. Ça, je vous l'accorde. Les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant. C'est un homme du 19e siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique, selon la fameuse formule de Clausewitz. Oui, j'en fais pas un saint ni un type gentil, etc. C'est pas un premier ministre suédois. Je ne dis pas ça, mais je dis que géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il faut pas en faire l'agresseur. Nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir le professeur Abbé Baala. Abbé Baala, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Crispin. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Télé 50. Ça fait un moment. Vous n'étiez plus un peu joignable. Oui. À part Kinshasa? Bon, j'étais là, mais occupé dans mes tâches académiques. Très bien. Alors, Abbé Baala, vous êtes un observateur averti. La RDC a connu 2 jours d'intenses activités, des visiteurs pas toujours le même chaque jour, le chef d'État, plus d'un à Kinshasa pour la conférence sur l'anniversaire de l'accord 4 d'Addis Abeba. L'évaluation de cet accord à Kinshasa, mais plus d'une personne interrogée ne semble être sceptique sur les bien fondés de cet accord qui, jusqu'à aujourd'hui, reste comme une sorte de cheval de Troie pour la République démocratique du Congo. Oui, on en parlera certainement. Cette critique, moi-même, je l'ai entendue et je partage une partie de cette critique. Mais d'abord, ce qui est important, c'est que le président de la République, arrivé au pouvoir il y a 3 ans, a tenu, dès le point de départ, à s'inscrire dans le mécanisme de paix qui a été voulu au niveau de la sous-région, et il a nommé comme son prédécesseur, quelqu'un qui devait suivre ce dossier de l'accord 4 d'Addis Abeba. On appelle ça le mécanisme national de suivi. Monsieur Claude Balanki a été chargé de cette mission après le patriarche François Mwamba. Et avant lui, il y avait le patriarche, le général Kaloumé. Et avant lui, il y avait... Donc, vous comprenez que la République démocratique du Congo s'est inscrite dans ce schéma de paix pour la région des Grands Lacs. Le mécanisme qui a donné aussi naissance à la conférence internationale pour la région des Grands Lacs a été peut-être beaucoup plus respecté par la République démocratique du Congo que par les autres partenaires. Et là, donc, je loue l'initiative et la volonté du chef de l'État, surtout la réussite diplomatique de faire venir 7 parmi ses pairs dans une période comme celle-ci, réunir 7 chefs d'État à Kinshasa. Cela signifie qu'il croit que c'était important. Et faire venir des chefs d'État comme le président du Kenya, le président de l'Angola, le président Museveni, le président Touadéra, le président Denis, Yoweri Museveni. Cela est une performance et une réussite au niveau diplomatique. Mais maintenant, nous allons faire un décryptage. Toutes ces initiatives diplomatiques et le fait même, encore une fois, des fleurs à jeter au chef de l'État, le fait même d'avoir
pris maintenant, après avoir été président de l'Union africaine, tout de suite, il vient de prendre maintenant la tête du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et c'est pour montrer que la République démocratique du Congo, en fait, au-delà des dirigeants qui se succèdent, la République démocratique du Congo reste au cœur de la diplomatie africaine et aussi de la diplomatie mondiale, parce que le secrétaire général des Nations Unies qui devait participer à ces sommets a envoyé comme délégué son secrétaire général adjoint, Monsieur Lacroix. Donc je crois que cela est important pour nous de percevoir d'abord le positif qu'il y a d'avoir pu organiser ce sommet en cette période où justement le monde est en train de bouger, parce que les deux blocs traditionnels qui dirigeaient le monde sont en train de s'affronter et sont en voie d'en découdre et de mettre la planète en danger. Que des présidents africains de cette région des Grands Lacs, qui en a connu d'autres, oui, qu'ils se retrouvent à Kinshasa pour parler de paix, pour parler de la poursuite des résolutions qu'ils ont prises, cela est positif. Mais maintenant, oui, c'est là, c'est maintenant peut-être là la vraie question que vous venez de poser. La question est, est-ce que nous avons gagné dans cet accord depuis qu'il a été pris il y a près de 10 ans, c'est en 2013, vous vous rappelez. Laissez-moi vous rappeler le contexte. Le contexte est celui d'un moment où nous étions mal en point. Le CNDP venait de rouvrir les hostilités à travers sa branche armée, le M23. Ils avaient menacé de prendre Goma, vous vous rappelez? Alors que nous avions signé en 2009 un accord avec le CNDP, le M23 venait de menacer la ville de Goma et le président Kabila venait de vaincre, n'est-ce pas? Il venait de taper sur le M23 et vous savez qui était derrière le M23, c'était nos voisins du Rwanda. Vous comprenez? L'accord cadre est venu pour que tout le monde, c'est le président Kabila a voulu, si on peut dire, protéger. Maintenant, c'est que le gain qu'il venait d'avoir au niveau militaire. Il fallait le protéger. Et pour le protéger, tous les chefs d'État concernés se sont réunis à Addis Abeba pour pouvoir en discuter. Et c'est de là qu'est venu cet accord. Cet accord est venu en pleine période de conflictualité. Et il était bon pour nous de pouvoir dire à ceux qui étaient là, à tous les chefs d'État qui étaient là, qu'on devait respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'était ça le but. Que tous les voisins devaient s'abstenir, oui, ils devaient s'abstenir de soutenir une quelconque rébellion qui visait à la déstabilisation de la RDC. Mais par contre, on donnait à la RDC également des devoirs. Vous saisissez. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent et que les Congolais détalèrent. Et quels sont ces devoirs? Écoute, dans cet accord, il y a 3 parties. Il y a la première partie du premier chapitre au 4e chapitre qui donne, disons, si on peut dire, les préambules, savoir le contexte, etc. À partir du 5e chapitre jusqu'au 8e, ou au 9e ou au 11e, on donne les mécanismes à travers lesquels doit fonctionner cet accord. OK? Mais à partir du 9e, du 11e chapitre jusqu'au 14e ou au 16e, le dernier, on donne les devoirs de chacun et le mécanisme international et régional qui allait créer ce qu'ils appelaient une harmonie de vie vers la stabilisation de la région, de la sous-région des Grands Lacs. Mais, laissez-moi vous analyser ces chapitres. Eh bien, on a donné à la République démocratique du Congo tout un chapelet de devoirs à faire, ce qu'il fallait faire. Entre autres? Entre autres, la démocratisation, entre autres, la réforme de l'armée et des services de sécurité, n'est-ce pas?
entre autres, organiser les élections, etc., dans les délais, entre autres la réconciliation nationale, entre autres. Donc, on a donné à la République démocratique du Congo 8 ou 9 devoirs à faire. Mais les voisins, les pays voisins de la République démocratique du Congo, on leur a demandé simplement de veiller à ne pas être la base arrière de tout groupe armé qui voudrait déstabiliser le Congo. Mais depuis lors, tous les voisins de la RDC ont continué à maintenir un climat de guerre de basse intensité à l'est du Congo. Mais pourquoi? À travers le M23 qui ressurgit chaque fois, à travers tous ces rébellions. Mais pourquoi cet intérêt du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer dans cette logique de l'accord cadre d'Addis Abeba, si c'était un accord des dupes? Écoute, oui, je vais le dire sans embâche. Faire la paix, ça coûte beaucoup moins cher que faire la guerre. Ça, vous en conviendrez avec moi. Vous en conviendrez avec moi. Si le président de la République trouve que, en parlant avec les autres là, en leur répétant ce qu'ils n'ont jamais exécuté, parce qu'ils n'ont pas exécuté, ils n'ont pas respecté, ceux qui n'ont jamais aimé écouter. Pas seulement cela. L'accord, nous avions comme l'impression que l'accord venait encore mettre la République démocratique du Congo sous tutelle. Non seulement parce qu'on a cité des pays qui étaient des accompagnateurs. 11 plus 4. Donc les pays africains, ils étaient 11, dont l'Afrique du Sud, qui n'a même pas de lien avec, de frontières avec nous, vous comprenez? Et le Kenya ne fait pas partie de ce mécanisme, tout en étant notre voisin. Eh bien, on a donné à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, à la France, à la Belgique, au Canada, le devoir d'assurer le suivi avec les 11 autres pays. C'est comme si on nous remettait dans une histoire que nous avions presque oubliée. Vous vous rappelez pourquoi on nous rappelle que nous avions eu un mécanisme après l'accord de Sun City, après l'accord de paix de Sun City, nous avions eu un mécanisme qu'on appelait le comité international de suivi, qui pratiquement était presque au-dessus du gouvernement, qui pouvait donner ses avis sur n'importe quoi dans notre gouvernance, entre 2003 et 2006. Ouais. Et cela, on a presque remis la République démocratique du Congo sous tutelle internationale, parce qu'on a demandé qu'il y ait un envoyé spécial pour les Grands Lacs, qui était sous les ordres de qui avait pour mission de faire quoi? Cet envoyé spécial s'est installé à Kinshasa pour donner des avis. Vous l'avez entendu lorsqu'il y avait des problèmes pour les élections, des avis sur le retard dans les élections, sur nos accords internes quand nous étions en train de faire des pourparlers à la CENCO ou à la Cité de l'Union africaine, etc. Tous ces gens là-bas se permettaient, à cause justement de cette clause là-bas, se permettaient d'interférer et d'intervenir dans nos affaires internes. Et ça, donc, c'est pour ça que cet accord doit être revisité. On doit poser maintenant la question. Pourquoi on insiste pour que la République démocratique du Congo se réconcilie, pour que les partis en conflit en République démocratique du Congo se réconcilient ou entrent en négociation? Nous avons négocié. J'ai fait partie. J'ai eu le Seigneur a fait que j'ai eu à participer pratiquement à tous les accords de paix dans le pays, depuis Lusaka, en passant par Libreville, Bruxelles, Addis Abeba, Kampala, Sun City, Kampala encore, Nairobi, Kampala encore, et je ne sais pas quoi. J'ai participé à tous ces accords de paix. Nous avons dû accepter, parfois presque l'inacceptable, le fait de faire entrer des membres des groupes armés dans notre armée, de les intégrer avec ce vocabulaire dont je t'ai parlé l'autre jour, le vocabulaire brassicole là-bas que je déteste. Brassage, mixage, malaxage. Est-ce qu'on malaxe des hommes? Est-ce qu'on mixe des soldats, des gens qui viennent de la brousse portant des amulettes et des quoi? Vous les mettez dans une armée moderne?
Est-ce que ces choses-là se font? Vous retrouvez des officiers qui ne savent pas lire une carte d'état-major. Quand vous acceptez une chose comme ça, c'est ça que la communauté internationale nous a imposé, nous. Alors, on se pose aujourd'hui la question. Quand le Rwanda et l'Ouganda viennent poursuivre leurs rebelles sur notre territoire, mais pourquoi on ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses ressortissants, ses opposants qui sont à l'extérieur? Pourquoi? Pourquoi le Rwanda ne peut pas négocier avec ces rebelles, SNDR, machin, FDLR et compagnie, et tous les autres là-bas? Pourquoi l'Ouganda ne peut pas négocier avec ses ressortissants qui viennent faire la guerre sur notre territoire, tuer les Congolais, au lieu de faire la guerre sur leur territoire? Et nous permettons que ce soit ces gens-là qui viennent guerroyer, poursuivre avec toujours le même prétexte. Depuis 20 ans, le Rwanda vient... L'autre jour, le président rwandais n'a même pas pris de gants. Est-ce qu'il a pris des gants? Non, il a dit, nous avons un petit pays, on ne peut pas se permettre de faire la guerre chez nous. Mais là, il y a la menace. Comment cette menace peut durer depuis 25 ans? Les FDLR ont quelle force pour que depuis 25 ans, ils menacent le Rwanda? Et jamais nous n'avons entendu une seule opération armée sur le territoire rwandais. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça devient un prétexte. À la longue, un Congolais qui réfléchit pose la question. Demande à quel moment va-t-on demander un dialogue inter-rwandais? À quel moment va-t-on demander un dialogue? Donc quand les autres chefs d'État africains là-bas menacent leurs opposants, vont même jusqu'à assassiner leurs opposants à l'extérieur du pays, ça ce n'est pas un problème pour l'Occident. Mais ici chez nous, nous sommes obligés de négocier tous les jours avec l'M23, de négocier avec le CNDP, de négocier avec les groupes armés. Nous avons hier négocié avec le Codeco, on les a parqués quelque part. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de tuer nos soldats et de tuer nos populations. C'est quoi cette histoire là-bas? On devrait donc demander que la même chose, qu'on donne à tous les pays qui sont en belligérance, qu'on leur donne la possibilité, soit d'éradiquer les rébellions qui sont là-bas, et donc tout le monde se coalise pour mettre fin, par exemple, au phénomène ADEF. Tout le monde se coalise pour mettre fin, par exemple, au phénomène Interam, aussi FDLR. Si je comprends bien, la communauté internationale a comploté contre la RDC pour affaiblir et nous mettre sous tutelle, eh bien, officialisant cela par un accord, l'accord d'Addis Abeba. Pour un enseignant de géostratégie comme moi, pour un enseignant de sécurité et de questions stratégiques comme moi, le doute n'est pas permis sur cette affaire là-bas. Je l'ai pratiquement dit dans mon film que nous avions produit, je vous en ai parlé l'autre jour, avec Patrick Forestier, du sang dans nos portables. Dans nos portables. Nous avons dit qu'en réalité, il n'y a pas deux tribus congolaises qui sont en guerre. Mais ces gens continuent à dire, avec leurs médias occidentaux et autres, leurs relayeurs, ils continuent à dire qu'il y a la guerre civile au Congo. Ils avaient dit en ce moment-là qu'il y avait la guerre civile au Congo. C'était en marge de la tenue de la conférence de paix de Goma que j'avais produit ce film, parce que nous voulions montrer qu'il n'y a pas de guerre civile au Congo, qu'ils se trompent, et que les Congolais sont capables eux-mêmes de mettre fin au phénomène de la belligérance interne qui était là-bas. Mais qu'il y avait une autre belligérance, celle qui vient des multinationales, qui veulent que le Congo, que l'Est du Congo, surtout l'Est, ce qu'ils appellent eux la partie utile, ils se trompent. Tout le Congo est utile. Vous allez à Mbandaka, à l'équateur, il y a du diamant. Vous allez à Kisangani, il y a du diamant et de l'or. Vous allez dans le Kassai, il y a non seulement les diamants, mais des terres rares et du pétrole dans la cuvette centrale et tout et tout. Vous allez ici, dans le Bandundu, vous allez retrouver encore la même chose. C'est la continuation du filon de Lunda Norte. Donc vous comprenez ce que ça signifie. Tout le Congo est utile, mais ils ont choisi, à cause des proxys, parce qu'ils ont formé on appelle ça des chiens de guerre. Ils ont formé des gens qui, étant en difficulté économique, étant en difficulté d'espace, ont intérêt à pouvoir aller dans leur sens. Et ils organisent donc la prédation, ils organisent une situation de ni guerre ni paix. Vous vous posez la question, mais pourquoi chez nous les groupes armés prolifèrent? Pourquoi nous disons, allez, nous les avons convaincus de se rendre, d'entrer dans le processus, un programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Et le lendemain, vous apprenez qu'un groupe a recommencé. Où trouve-t-il les armes? Je ne connais pas d'usine de fabrication d'armes, ni à Goma, ni à Bukavu, ni à Uvira, ni à Nituri, ni à Djougou. Il n'y en a pas. D'où viennent les armes qu'ils utilisent? Ces armes sont fabriquées où? Ils sont fabriquées en Occident.
Qui les leur fournit? Pourquoi une mission comme la mission des Nations Unies, la MONUSCO, qui était d'abord MONUC, pourquoi plus de 20 ans sans qu'on voit vraiment des résultats, des résultats réels? Nous vivons donc depuis 20 ans une guerre, on a laissé une guerre de basse intensité s'installer dans notre pays, à l'est du Congo. Cette guerre, elle est préjudiciable d'abord à la cohésion nationale parce que la population de l'Ouest s'est dit mais ces gens qui sont en guerre sont en train de prendre les ressources qui auraient dû servir à quoi? Au développement de tous les pays. Et j'ai entendu un homme comme Zakaria Baba dire ces absurdités-là. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui le pensent. Mais ils ne comprennent pas que lorsqu'on dit qu'il y a 10 millions de morts dans cette guerre, les 10 millions de morts, c'est là-bas. C'est là-bas à l'Est. Et ces gens sont des Congolais également. Et ils seraient déjà très développés. Vous avez visité Bukavu, Goma, oui. Butembo. Vous avez vu le sens entrepreneurial des gens qui sont là-bas. Malgré la guerre, les gens... Malgré la guerre, vous avez des immeubles. Parfois, vous posez la question, mais est-ce que c'est à l'ouest qu'il y a la guerre ou c'est à l'est? Vous voyez des navires d'un style, des yachts qui sont sur le lac Kivu. Vous vous posez la question. Est-ce que nous nous trouvons à Miami ou nous sommes à l'est du Congo? Mais vous ne trouvez pas ça ailleurs. Ça signifie que ils ont freiné un élan de développement, n'est-ce pas? Et avec cette guerre de prédation, nous y ajoutons également l'instabilité des institutions. Ça, c'est notre faiblesse. Alors, une question se pose. Oui. En démontrant cela, est-ce que nous sommes obligés de continuer à jouer ces jeux de dupes avec la communauté internationale en acceptant à être dans cet accord d'Addis Abeba qui, depuis des années, ça a démontré que c'est seulement contre... C'est la RDC qui doit tout faire et les autres n'ont rien à faire. Non, Crispin, j'ai lu un livre du professeur Zongola qui enseigne justement aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et je l'ai rencontré d'ailleurs quand j'étais là-bas aux études. Le professeur Zongola, lui, il va dans votre sens. Hein? Je parlais l'autre jour aussi avec un Moutamutu qui m'aime beaucoup, le papa Corneille. Il m'a dit la même chose. Hein? Il m'a dit... Est-ce que nous sommes obligés d'accepter que ces gens-là viennent d'abord se promener chez nous, raconter des choses, alors que nous savons par devers nous que dans la réalité, ils ne nous respectent pas. Hein? Vous vous rappelez la petite boutade là de ce fameux vice-président du Kenya là, qui a raconté sa vie en prétendant qu'il n'y a aucune tête de bétail au Congo. Alors que là, chez moi, dans ma ferme, moi, j'ai un certain nombre de il y a des gens qui ont des milliers de têtes de bétail. Celui qui, ça lui a coûté le manque de soutien de son chef. Bon, ça c'était déjà peut-être décidé avant, parce que moi aussi, si j'avais un type qui réfléchit comme ça et qui peut me mettre en difficulté avec un puissant voisin, je ne le prendrai pas comme mon candidat. Bon, ça c'est dit. Je mets un peu l'appareil, fermons la parenthèse. Mais c'est pour dire que nous savons qu'ils savent que nous savons, qu'ils savent que nous connaissons leur jeu. Hein? Eux savent aussi. Mais quand vous avez un malin, il faut être plus malin que lui. C'est-à-dire quoi? Ne l'amenez pas là où il veut vous amener. Eux, ils veulent continuer un jeu de violence avec tous les prétextes. Voilà, nous allons venir vous aider à éradiquer les groupes armés chez vous. Nous allons continuer. Non. Il ne faut pas couper le fil du dialogue. C'est ce que moi j'en sais. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Je vous disais, les gens peuvent savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'ils sont peut-être même des adversaires, qu'ils sont même peut-être des ennemis, entre guillemets. Mais il ne faut jamais couper le fil qui peut vous relier pour que vous puissiez trouver un modus vivendi ou trouver un gentleman agreement, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est comme dans le cas de ce qui s'était passé entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. La France appartenait au camp des gagnants. L'Allemagne était du côté des perdants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les deux pays, en renouant un dialogue, j'allais dire constructif, qui sont devenus le moteur de l'Union européenne. Aujourd'hui encore, vous voyez toutes ces velléités de ces bruits de bottes autour de l'Ukraine, etc.
peut-être que ça n'aboutira pas, j'allais dire, au feu d'artifice que les gens attendent, un éclatement d'une guerre nucléaire, etc. Parce que chacun connaît ses intérêts. Les Occidentaux, par exemple, n'iront pas jusqu'à couper, par exemple, le code SWIFT qui le relie aux banques russes. Non, ils ne vont pas le faire, parce qu'ils en souffriraient également. Ils ne vont pas activer le mécanisme militaire parce qu'ils savent que la Russie est beaucoup plus forte. Mais pour le président russe, il a gagné une première manche. Il leur a montré qu'ils ne peuvent pas venir insécuriser ses frontières. Et qu'ils peuvent se permettre d'aller en Irak, d'aller intervenir en Libye, d'enlever un président africain, d'en mettre un autre, d'intervenir partout où ils veulent. Mais lorsque quelqu'un dit non, ici, moi, vous ne venez pas. Ici, c'est chez moi. Et ce pays-là, il faisait partie de ma constellation. Vous ne pouvez pas venir installer votre affaire de l'OTAN ici en Ukraine. Et lui, il leur montre des muscles. Il fait les muscles, mais il ne coupe pas le dialogue. Il prend le téléphone quand M. Macron l'appelle. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que ces gens ne nous aiment pas. Nous savons que tout le monde voudrait... Le président de la République l'a dit. Moi, j'ai une petite vidéo où il a raconté ça. Il a dit, nous sommes entourés par des gens qui sont comme des prédateurs qui voudraient nous prendre ce que nous avons. Mais nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, faire croire au monde que nous allons jouer des muscles, aller attaquer l'Angola, attaquer l'Ouganda, attaquer le Rwanda, attaquer... Nous ne pouvons pas le faire. Eux savent aussi qu'ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que le Rwanda nous a déjà attaqué de front? Le Rwanda sait que l'armée congolaise est capable de marcher sur son pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des rebelles, ils passent par des Congolais qu'ils achètent, ils jouent à un jeu de cache-cache. Alors nous aussi, nous le suivons sur ces... Comme ils ne peuvent pas nous attaquer de front, mais qu'ils continuent à nous faire du mal, nous faisons quoi? Nous les appelons, nous disons, parlons. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Vous voulez que vos marchandises soient vendues à Goma? Bon, construisons la route ensemble. Vous voulez que vos avions viennent prendre des minéraux et vous voulez ouvrir des comptoirs de minéraux chez nous? Messieurs les Rwandais, venez. On signe un accord avec eux, ils peuvent venir faire un accord, un partenariat pour l'exploitation des minéraux. On permet que leurs avions et Rwanda viennent atterrir. Ce n'est pas un comportement d'un parent faible. Rien du tout. Je ne trouve pas que c'est un comportement d'un parent faible. Je trouve que c'est un comportement d'un stratège. Si un jour, il s'avère qu'il faille aller jusqu'à une confrontation, là, cette confrontation, elle se fera parce que c'est le peuple qui en décidera. Parce qu'ils ne viendront jamais chercher noise de façon frontale à la République du Congo. Ils utilisent la ruse. La ruse, et en diplomatie, ça ne s'appelle pas ruse. Ça s'appelle un mécanisme pour trouver des lieux de convergence pour l'intérêt supérieur de votre nation et de notre nation. C'est comme ça que ça s'appelle en diplomatie. Et moi, je trouve que pour le moment, nous sommes les gagnants dans ces jeux. Nous sommes les gagnants parce que nous les obligeons à venir parler. Nous les obligeons à discuter. Et ne croyez pas qu'ils ne nous entendent pas. Je sais que maintenant, ils sont en train de nous suivre. J'ai fait une émission ici avec vous. Un gaillard là-bas, un jour, il m'a écrit. Et il m'a dit, toi là, le jour où on te mettra la main dessus. Mais ça signifie qu'ils nous suivent aussi. Ils savent que nous savons. Mais pour nous, maintenant, Congolais, voilà ce qu'il nous faut. Au-delà de ce que nous pouvons reprocher à nos voisins Motema Mabé, parce qu'ils veulent, comme chantait l'autre là, Nasala Yonini, voisin Mabé. On ne leur a rien fait. Les uns ont fait un génocide chez eux, nous n'étions pas là-bas. Les Burundais se sont massacrés entre eux, nous n'étions pas là. Les Ougandais ont commencé leur truc d'ADF, Nalou et Elera. Nous n'étions pas partie prenante. Aucun Congolais n'a fait partie de ces trucs là-bas. Mais c'est maintenant les Congolais qui en souffrent. Il va y avoir un sursaut patriotique qui va nous obliger, nous aussi, à dire aux fils et filles de notre pays, nous ne pouvons plus accepter cela. Mais ça commence d'abord par une cohésion interne. Nous allons demander au président de la République d'accélérer le mécanisme de réconciliation nationale. Alors, il faut que cette affaire se fasse. Je vous ai dit l'autre jour ici, Crispin, si vous permettez, je vous en prie, que
Au Sud Kivu, il y avait des problèmes. Non pas parce qu'il y avait mauvaise gouvernance nécessairement. Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans la gouvernance du gouverneur actuel ou de son gouvernement, je ne sais pas. Mais j'ai dit, le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que vous trouvez dans un environnement où vous pouvez changer 10 fois de gouverneur, où vous pouvez avoir 10 fois des individus qui vont retomber dans les mêmes travers parce qu'ils auront rencontré la même situation. Manque de moyens, manque de cohésion sociale, manque de dialogue, jalousie, ambition non contrôlée. Et je l'ai dit aux gens, quand j'ai vu que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont permis au gouverneur déchu de rentrer chez lui, j'ai dit, mais voilà l'occasion. J'espère qu'ils vont nouer un dialogue, les institutions provinciales. Ils ne vont pas recommencer les petits jeux de motions alimentaires et tout, non. Au Sud Kivu. Au Sud Kivu, j'espère qu'ils vont recommencer. Ils vont se parler comme des grands, en se disant, bon écoutez, ici, là, vous aviez fauté, voilà comment nous allons vous dire de corriger ceci, corrigeons ceci ensemble, travaillons ensemble parce qu'il nous reste 2 ans avant les élections. Nous aussi, on va travailler à notre réélection en 2023. Eh bien, travaillons avec le gouvernement central pour qu'il nous envoie des moyens. Et ces moyens, nous allons savoir comment nous allons les gérer ensemble. Pourquoi les gens ne peuvent pas se parler? Pourquoi ils vont passer tout le temps, le lendemain du retour, oh, nous allons faire encore une motion? Mais à un moment donné, quelqu'un qui vous entend de l'extérieur, il va dire, mais ces gens ici, il dit, ce sont des gens corvéables parce qu'ils ne s'entendent pas. Et on peut donc dissoudre une assemblée. Et le perdant, ce n'est pas celui qui l'a dissolu, non, c'est celui qui vient de perdre là l'occasion de continuer à œuvrer pour le bien de sa province. Voilà ce que j'ai dit aux politiciens qui m'écoutaient. Je leur ai dit, vous n'irez nulle part en continuant, c'est votre petite guéguerre. J'ai aimé le message que le gouverneur a lancé quand il est arrivé. Il a dit, nous allons créer la cohésion, le temps des conflits est passé, humblement nous allons nous demander pardon les uns les autres et continuer à travailler. Ça c'est bon. Mais si au Congo, nous aussi nous ne faisons pas cela, si nous passons le temps à nous quereller et aller amener nos querelles, aller en parler en Occident, chaque fois qu'il y a des problèmes ici, on court vers les Occidentaux, vers les prédateurs qui tenaient à casser le code minier, vers les prédateurs qui nous ont créé des sociétés qui sont en train aujourd'hui de polluer nos rivières. Vous vous rappelez là, à Tenke-Fungourou, mais partout ailleurs. Les Chinois à Mwenga et partout ailleurs. Au lieu de s'en prendre à ceux qui polluent, nous nous en prenons les uns aux autres. Ah, c'est la faute de tel politicien, c'est la faute du gouverneur, c'est la faute de tel. Si nous ne comprenons pas que tous ces gens là-bas n'ont qu'un but et il est unique, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient blancs, ou qu'ils soient verts, ou ceci, tous ces gens là-bas viennent chez nous parce qu'il y a un intérêt. C'est mettre la main sur les dernières réserves de minerais stratégiques au monde, dont dépendent leurs économies. Nous devons nous mettre maintenant des mécanismes pour défendre notre nation. La défendre en commençant par quoi? En commençant par avoir une armée forte et pas une armée laissée pour compte qui va accepter que des armées qui envoient leurs officiers se faire former chez nous. Tous les grands officiers que vous voyez là-bas, qui sont au Rwanda, en Ouganda, partout, ils ont été à Kitona, ils ont été à Kotakoli, ils ont été formés à Kananga. Et c'est maintenant nous qui acceptons que les gens, que nous sommes allés combien de fois aller défendre des pays africains. Nous sommes allés défendre le Tchad, n'est-ce pas, contre la Libye. Nous sommes allés défendre le Rwanda contre les rebelles qui venaient d'entrer là-bas. Combien de fois n'avons-nous pas donné de l'aide à l'Angola, etc. Donc nous qui étions considérés comme les gendarmes qui pouvaient créer la paix en Afrique centrale, c'est nous qui acceptons désormais, avec une armée que nous avons. En parlant de cohésion, lorsque le président de la République d'alors, Joseph Kabila Kabange, avait pris la résolution de signer l'accord d'Addis Abeba, ses opposants datant lui ont jugé de tous les maux, qualifié de tous les maux, il a vendu le pays. Mais quand je vois aujourd'hui, c'est que c'est le président de l'alternance qui continue avec l'accord d'Addis Abeba en cherchant à comprendre les biens fondés et continuer les discussions avec les pays voisins, c'est-à-dire que quelque part, les sursauts patriotiques naîtra si nous comprenons les biens fondés de ceux qui nous dirigent. Mais forcément, Crispin, en matière de gouvernance, il y a un principe. C'est le principe de continuité. Vous me saisissez. Lorsque on est dans l'opposition à un pouvoir,
à un régime. Normalement, l'exercice le plus aisé, c'est de montrer là où ce régime semble se tromper. Mais lorsqu'on est confronté maintenant aux difficultés de la gouvernance soi-même, on commence à se rendre compte, et j'aime la franchise de notre chef de l'État. Il a dit lui-même, il a dit, bon, hier, il y a des choses sur lesquelles, quand on me disait, moi, je m'enflammais, je disais, non, c'est pas... Maintenant, je commence à comprendre certaines choses. Je commence à comprendre qu'il y a des moments où, quand on dirige, on est obligé de faire des compromis, pas des compromissions. On est obligé d'aller dans le sens de la sagesse pour ne pas casser, justement, ce fil dont je parlais. Et ce que nous attendons maintenant de notre gouvernement, nous attendons d'abord que ce gouvernement aille en avant dans le sens de l'implémentation de tous les programmes de développement qu'ils ont décidés. Deuxièmement, qu'ils aillent jusqu'au bout des décisions prises pour la pacification de l'Est du pays. Le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire qui semble être négligé. Qui finance ce programme? Quand est-ce qu'il commence? Pourquoi les gens sont le financement venait de la communauté internationale à l'époque. Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas que nous dépendions on a cessé de financer ces projets. Non, je ne sais pas si on a cessé. Non, les pourparlers sont en cours. Hein, j'ai entendu, le coordinateur m'a dit, il a déclaré qu'ils étaient en train de discuter. Mais il ne faut pas que ces discussions durent trop longtemps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces gens là-bas vous traînez, ça va faire le phénomène Codeco. Les Codeco étaient déjà cantonnés. Maintenant, aujourd'hui, ils nous créent des problèmes parce qu'on n'a pas su gérer l'après-cantonnement. On ne les a pas pris en charge. Et donc aujourd'hui, même l'armée a des difficultés. L'armée prend ces gens là-bas, tous ces gens qui se rendent, on les met où? On les met quelque part dans un camp de regroupement. Mais si le programme qui doit les prendre en charge ne suit pas, ça ne va pas. Il va devoir y avoir une harmonisation. L'état de siège devait être directement accompagné par la mise en route d'un programme de désarmement et de pacification et de développement. Le programme de 145 territoires dont on parle, oh là là, si ce programme réussit, mais je vous assure, moi, comment je vais refuser de voter quelqu'un qui va mettre une route dans mon village là-bas pour que j'arrive désormais à ma plantation sans qu'on me pousse 3 fois sur la route? Mais je serais content. Je serais très content. Moi, je ne comprends pas. Les gens, si les gens comprenaient le sens de ce qui se passe là, si les gens comprenaient qu'aujourd'hui aussi, il faut que, au-delà de toutes ces conférences qu'on organise, qu'en interne, nous puissions organiser un mécanisme de réconciliation nationale, même avant les élections. Il faut qu'on fasse cela. Ce mécanisme-là, moi, si on me demande, j'y travaillerai également, parce que je sais qu'on ne peut pas aller... Comme Desmond Tutu en Afrique du Sud. Oui, et aboutir à la mise en place de ce qu'on appelle un médiateur de la République. Quelqu'un chez qui on recourt, même le chef de l'État, quand il a des problèmes, il recourt chez lui pour dire, mais... allez me tirer un peu les oreilles de tel là, il ne veut pas entendre. Ça devient, on met en place avec des ambassades. Nous avions proposé ça lors des consultations. Malheureusement, nous ne sommes pas allés physiquement donner notre texte. Mais nous, les ambassadeurs de paix, nous avions proposé que le président de la République mette en place ce mécanisme. Et nous allions l'aider. Il y a plusieurs ambassadeurs de bonne volonté qui sont là-bas et des personnalités respectables et respectées dans ce pays. Pour la réconciliation. Pour la réconciliation nationale. Merci beaucoup, Abbé Bala, professeur, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'était un plaisir d'avoir cet éclairage par rapport à cet anniversaire, 9e anniversaire de l'accord d'Addis Abeba, le protocole de non-agression signé à cela 9 ans. Et oui, à Kinshasa, il y a eu la présence du chef d'État et nous voudrions bien comprendre cette actualité. Vous nous avez réellement aidé. Merci. Je vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. 19h heure de Kinshasa, c'est la grande édition du journal. Bientôt là, c'est dans quelques instants donc avec Amina Bayombo à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi matin dans 50 bonjours et le jeudi. Au revoir et à la prochaine.